À 24 ans, après 6 ans d'études, je suis devenu médecin, sans jamais redoubler, sans ne serait-ce qu'avoir un seul rattrapage de toutes mes études, alors même que j'ai failli redoubler ma première année sur une seule épreuve. Je n'étais pas excellent au lycée, je n'ai pas de parents médecins. Pour autant, au moment où je te parle, je suis en 8e année de médecine générale. Et je m'apprête à te partager les 17 principes qui, selon moi, sont parmi les plus importants que j'ai pu apprendre et consolider durant mon cursus et qui vont très probablement te servir. Et le premier, c'est que factuellement, rien n'est impossible pour toi. Il y a des gens qui sont allés dans l'espace, il y a des gens qui ont inventé l'avion, il y a des gens qui avaient pour rêve de voler et ils ont inventé l'avion. Je ne sais pas si tu te rends compte. Toi, tu veux être médecin. Tu te dis peut-être que c'est hors de ta portée, tu te dis peut-être que tu n'en as pas les capacités. Mais factuellement, c'est faux. Factuellement, tu te trompes. Factuellement, tout ce qui pourrait t'empêcher de devenir médecin, c'est justement de penser, c'est de croire que tu pourrais ne pas y arriver. Alors que manifestement, il n'y a rien qui t'en empêche. Si ce n'est que il y a bien sûr des actions à faire, des efforts à faire, des, du chaos, de l'incertitude auquel il faut faire face, mais c'est tout. Factuellement, il y a très peu de chances que, en regardant cette vidéo, tu ne puisses pas devenir médecin. Et c'est comme ça. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que tu te dis, potentiellement, si je ne deviens pas médecin, il y avait rien qui m'en empêchait. Donc c'est juste ma faute. Et c'est ça qui te fait peur, c'est que tu préfères te dire que tu n'en as pas les capacités de base, que tu as peut-être essayé et que si jamais t'échoues, c'est pas ta faute, c'est juste que tu n'avais pas les capacités, plutôt que de te dire que c'est entièrement de ta faute. Mais je te le dis, il y a des gens pires que toi, il y a des gens qui factuellement avaient moins de chances de réussir que toi, mais juste parce qu'ils étaient bornés ou alors ils ont fait des choses meilleures que toi, ils l'ont fait d'une meilleure façon, ils ont peut-être essayé une fois de plus, eh bien ils sont devenus médecins, ils sont médecins à l'heure actuelle. Peut-être que je fais partie de ces gens-là aussi. Juste parce que je me suis dit que factuellement, c'était possible. Il n'y a rien d'impossible. J'ai côtoyé des gens vraiment qui avaient toutes les raisons d'échouer. J'ai accompagné aussi des élèves qui factuellement avaient moins de chances de réussir que toi. Pour autant, à l'heure actuelle, ils réussissent. Donc tout ce qui t'empêche de devenir médecin, c'est soit tes actions, soit ta vision des choses, mais ce n'est pas toi. Tu n'es pas limité. Deuxième principe, responsabilise-toi. À partir du moment où tu intègres que factuellement rien n'est impossible, que si tu le veux, tu peux devenir médecin. Devenir médecin, c'est quoi? C'est 1%, c'est quoi? C'est 1% d'aller dans l'espace. Tu vois, si on devait quantifier. Pour autant, factuellement, là, il n'y a rien qui t'empêcherait d'aller dans l'espace. Pourquoi? Parce que il te faudrait quoi? Suffisamment d'argent ou alors devenir astronaute. Bah, factuellement, tu pourrais le faire si tu voulais le faire. Et tu penses encore que médecine, ça serait impossible pour toi. Bref. Deuxième point, c'est encore une fois, responsabilise-toi. Une fois que factuellement, tu as compris que rien n'était impossible, alors tu dois prendre tes responsabilités. Parce que tu ne vas pas être responsable, bien sûr, de ce qui va t'arriver. Tu n'es pas responsable si ta maison, elle brûle du jour au lendemain. Tu n'es pas responsable si, malheureusement, ton conjoint ou ta conjointe, elle te quitte. Mais tu es responsable de comment tu réagis. Il y a des gens qui se sont fait quitter du jour au lendemain, qui sont quand même arrivés à devenir médecins juste parce qu'ils en ont tiré une force supplémentaire. Mais si toi, tu te fais quitter demain et que tu te lamentes, bah factuellement, c'est de ta faute. Non pas que tu n'as pas de raison de te lamenter. Je ne dis pas que ça va pas être difficile. Je dis pas que ça serait facile pour tout le monde et que tout le monde n'aurait pas le, on va dire le courage dans un premier temps de se dire ok non mais en fait c'est bon, elle m'a juste quitté et faut que j'ai du courage, il faut que je passe au-dessus. Non, tu as besoin de ce temps-là, tu as besoin d'être triste, tu as besoin de ressentir les choses. Je dis pas que tu es responsable de comment tu prends les choses dans un premier temps. Je dis par contre que tu es responsable à chaque seconde supplémentaire qui passe après l'événement de comment tu réagis. Parce que bien sûr que tu peux prendre 24 heures pour absorber la nouvelle si jamais tu te fais quitter. Mais parce que rester un mois sur le truc et te laisser sombrer, bah factuellement, c'est la faute de personne d'autre que toi. Et c'est comme ça. Et encore une fois, tu peux ne pas être d'accord. Tu peux te dire que oui, non, mais te trouver toutes les excuses du monde. J'ai pas dit que c'était facile. J'ai pas dit que c'était même pas injuste. La vie, elle est injuste. C'est comme ça. Mais factuellement, là où toi, tu as trouvé ça dur, il y a des gens qui auraient fait cet effort de ok, je peux passer au-dessus. Et c'est comme ça. Et donc, si tu ne le fais pas,
Au lieu de te dire, bah c'est comme ça, c'était pas ma faute, j'ai pas réussi à cause de ci, à cause de ça d'extérieur. Moi, je te dis, la meilleure mentalité à adopter, c'est simplement de te responsabiliser et de te dire que non, c'est ta faute. Et c'est comme ça. Et encore une fois, oui, ça fait mal. Bien sûr que oui. Quand j'ai réalisé que tout était de ma faute, y compris le fait de ne pas arriver à gérer mes études pendant ma 5e année entre mes réseaux sociaux, mes études et mon sport, quand j'ai réalisé que j'ai enlevé mes études, donc ce que je pensais qui me limitait, et que j'ai réalisé que, en fait, même en enlevant ce facteur qui, je pensais me limiter, bah en fait, j'arrivais toujours pas à faire de vidéos. J'ai procrastiné pendant une semaine et j'ai sorti 0 vidéo. Alors que je me suis dit, c'est bon, là, je suis dans les conditions parfaites. Bien sûr que j'ai eu mal. Bien sûr que je me suis dit, mais putain, mais en fait, je suis nul. Mais ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. Parce que non, t'es pas nul. T'as l'impression parfois d'être nul, mais t'es pas nul. Mais juste, t'as besoin de te rendre compte que c'est de ta faute et t'as besoin de te responsabiliser. Parce qu'à partir du moment où tu penses que c'est la faute de quelqu'un d'autre, que tu penses que c'est la faute du système, que c'est la faute de quelque chose qui t'échappe, bah en fait, tu es juste en train de te dire que factuellement, bah c'est le destin et c'est comme ça et tu n'aurais pas pu faire autrement. Or, c'est faux. Il y a toujours un moment où tu aurais pu faire autrement. C'est tout. Troisième point, le sommeil, c'est ta priorité numéro un. Comment tu veux être lucide? Comment tu veux même, ne serait-ce qu'être dans un bon état interne si jamais tu ne priorises pas ton sommeil? On sait à quel point c'est important. Tu sais même toi à quel point c'est important et je vais pas te le répéter non plus, te dire que c'est à la fois important pour ton énergie, c'est à la fois important pour ta lucidité d'esprit et c'est aussi important pour ta consolidation euh, au niveau de ce que tu apprends factuellement durant ton sommeil profond. Tu traites des informations et tu les revois, ce qu'on appelle le replay hippocampique, ce qui fait que dans ton sommeil, sans même en avoir l'impression, ton cerveau fait un espèce d'effort d'élagage de ces informations, il les répète et il les consolide. Alors quand tu manques de sommeil, bien évidemment que tu te nerfes sur tous les plans énergétiques, comportementaux et aussi en termes d'apprentissage. Alors ton sommeil doit être ta priorité numéro un. Si tu as une méthode de travail qui est nulle et un sommeil qui est pourrave, avant de fixer ta méthode, fixe ton sommeil. Parce que tu vas fixer ta méthode, tu vas te dire ok c'est bon là je révise mieux, tu as 3 heures de sommeil dans les pattes à chaque fois, crois-moi, tu vas pas réussir à apprendre. Tu vas pas avoir l'intention d'apprendre. Tu vas pas réussir à appliquer ta méthode parfaite juste parce que tu manques de sommeil. Et j'ai pris l'exemple extrême de 3 heures, mais que ce soit 6, 7 heures, enfin bref, si tu as ne serait-ce qu'une demi-heure ou une heure de manque de sommeil, bien sûr que tu peux tenir, bien sûr que tu peux réussir avec. Mais ce que je veux dire, c'est que tu aurais beaucoup plus à gagner à dormir, à rattraper ce sommeil qui te manque et à le consolider, à mettre ton sommeil comme l'espèce de chose sacrée numéro une qui est ton facteur de réussite numéro un, plutôt que de te dire ok non mais je peux tenir avec 7 heures de sommeil et je vais tenir avec 7 heures de sommeil et je vais en profiter je sais pas pour gratter une demi-heure de révision, une heure pour je sais pas chill être sur mon téléphone. C'est ton sommeil, c'est juste ton sommeil, vraiment ton sommeil c'est le facteur numéro un de ta réussite, je te le garantis parce que de ton sommeil découle ton apprentissage, découle ta lucidité, ton intention, bref ton sommeil est ton facteur numéro un de réussite. Quatrième point, apprendre à gérer son stress, c'est pas une option. Je dis pas que c'est facile, encore une fois, navré, hein, cette vidéo elle va être très compliquée à entendre pour pas mal d'entre vous et c'est un peu le but. C'est un peu le but, tu peux ne pas être d'accord avec ça, par contre tu ne peux pas te dire que c'est faux. Tu peux ne pas être d'accord avec le fait que voilà, ben, malheureusement, il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer son stress. Oui, factuellement, il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer son stress, mais dans ce cas-là, il faut que tu trouves une option. Aussi simple que ça. Et si tu n'es pas dans une position où tu souhaites chercher une option, c'est que du coup tu te responsabilises pas. C'est que du coup tu dis ah non mais mon stress il est là et c'est comme ça et je dois le subir. Et auquel cas, quelle meilleure option que te responsabiliser et te dire ok il faut que je fasse un truc avec de l'aide s'il faut. Va voir un médecin. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas encore une fois que c'est pas quelque chose qui peut être très lourd à porter. Pour beaucoup, au contraire, c'est très lourd à porter du stress. Je minimise pas à quel point ça peut être dur, à quel point c'est inconfortable. Mais je suis pas là non plus à te rassurer, te dire non mais c'est pas ta faute si tu stresses, etc. Factuellement, il y a des choses qui font que tu peux améliorer ça. Si tu manques de sommeil et que tu stresses, c'est factuellement ta faute aussi. Le stress engendre le manque de sommeil, bien sûr.
Mais se dire que c'est pas ma faute si je manque de sommeil parce que je stresse, c'est encore une fois ne pas prendre ses responsabilités sur le fait que tu stresses au moins en partie par ta faute, au moins en partie. Tu as toujours une marge de manœuvre. Est-ce que tu as essayé de faire du sport? Est-ce que tu as essayé la respiration? Est-ce que tu as essayé de voir ton médecin là récemment, de lui dire écoute, mon stress là, j'en peux plus. Si tu n'as pas fait tout ça, alors c'est au moins un peu de ta faute. C'est tout ce que je te dis. Et apprendre à gérer son stress, c'est un des... En fait, si ce n'est pas le deuxième facteur de réussite selon moi, je ne sais pas ce que c'est, étant donné que le stress influe directement sur ton sommeil, mais aussi que le stress influe directement sur ta capacité à apprendre. Encore une fois, sur ton intention, parce que quand tu stresses de près ou de loin, c'est juste que tu as peur de mourir. Et que si tu as peur de mourir, ton cerveau, il ne va pas prioriser le fait d'essayer d'engranger des connaissances. Il va prioriser le fait d'essayer de survivre. Et c'est normal. Ne blâme pas ton cerveau de ne pas arriver à réviser si jamais tu as peur de mourir, si jamais tu as l'impression qu'il y a un lion qui te course en permanence. Par ailleurs, ce même stress paralyse la structure de ton cerveau qui est le GPS à connaissance, que ce soit pour aller les classer ou que ce soit pour aller les récupérer, qu'on appelle l'hippocampe. Et cet hippocampe, il est soumis à deux choses en particulier, le manque de sommeil et le stress. Quand tu manques de sommeil, ton cerveau n'a pas pour priorité d'apprendre. Quand tu stresses, ton cerveau n'a pas pour priorité d'apprendre non plus. Et même sur le pilier comportemental, tu ne peux pas avoir le bon comportement. C'est-à-dire, quand tu stresses, c'est vraiment un dilemme interne que d'arriver à te forcer à réviser. C'est un dilemme. Et si tu te forces à réviser comme ça, mais vraiment, si tu te forces trop à réviser, tu sens qu'il y a un truc qui cloche. Tu te bats beaucoup plus avec cette envie de réviser plutôt que cette envie d'apprendre. Parce que tu n'as pas envie d'apprendre quand tu stresses. À la limite, tu peux essayer de te battre et vaincre contre cette envie de ne pas réviser et la transformer en envie de réviser. Mais par contre, avoir envie d'apprendre quand tu stresses, c'est mission quasi impossible. Donc il faut gérer ton stress et ton sommeil d'abord. Cinquième point, peut-être même le troisième facteur de réussite, j'abuse et encore une fois, je ne vais pas parler de méthode de travail, encore pas maintenant, ça va arriver, mais le sport. Qu'est-ce qui améliore ton sommeil directement, améliore ton stress directement et te permet de te sentir bien dans ta peau, être confiant en toi, factuellement oxygéner ton cerveau, mieux oxygéner ton cerveau, tes tissus, mieux équilibrer ta physiologie et faire en sorte que ton véhicule, ton corps puisse être en adéquation avec toi-même dans tes objectifs, dont celui de réviser, bien sûr, le sport. Tout étudiant qui arrêterait le sport ou qui ne commencerait même pas le sport en étant en médecine se tirerait une balle dans le pied. Et je n'ai pas honte de le dire. Parce que tu peux ne pas aimer le sport. Tu peux trouver ça compliqué dans un premier temps. Mais ce n'est pas pour autant que faire un minimum de sport, et je ne te parle pas de 10 heures par semaine, je ne te parle pas non plus de te préparer à un semi-marathon ou un marathon, non, non. Je te parle de faire un peu de sport, un peu d'activité physique, marcher un petit peu, faire au moins un petit peu de sport à résistance. Vraiment, au moins un peu. Et bien, si tu te prives de ça, avec ton équilibre à toi, ça peut être 1 heure par semaine, ça peut être 2 heures par semaine, ça peut être même 7 heures par semaine. C'est ton équilibre, celui avec lequel tu n'es pas frustré, celui avec lequel tu arrives vraiment à maximiser ces deux précédents facteurs. Si tu te prives de ça, factuellement, tu te tires une balle dans le pied. Et là, tu peux te dire, oui, non, mais j'ai pas le temps, j'arrive pas à m'organiser. Oui, mais c'est juste des side effects de pourquoi tu n'implémentes pas le sport. C'est juste des parasites qui sont là et qui font te dire que, ah oui, non, mais tu fais pas de sport parce que tu n'arrives pas à t'organiser. Bah alors le problème, c'est juste que tu n'arrives pas à t'organiser. Le problème, c'est pas le sport. Responsabilise-toi. Bref. Sixièmement, et je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis aussi tard, mais trouver son pourquoi. Une fois que tu as tout cet environnement interne tu as bien dormi, tu minimises ton stress, tu fais du sport, évidemment, si tu n'as pas un pourquoi clair, profond, défini, qui te transcende, quand tu y penses, tu as presque les larmes aux yeux, tu as les frissons de te dire, mais attends, mais je ne peux pas louper ça. Factuellement, tu n'as aucune alors raison de réviser. Si tu n'as pas de raison de réviser, tu ne vas pas réviser. Si tu ne vas pas réviser, bah tout simplement, tu ne vas pas apprendre. Mais si tu te forces à réviser, parce que tu n'as pas de raison de réviser, mais tu te dis, attends, non, mais je devrais quand même réviser. Tu vas réviser. Mais tu ne vas pas apprendre.
Parce que tu vas prendre alors le fait de réviser comme du salariat, comme un espèce de contrat implicite que tu aurais signé avec toi-même de ok, non, mais j'ai pas envie de réviser, mais ouais, je vais quand même réviser 8 heures, 10 heures. Mais l'énergie, l'intention dans laquelle tu vas être au moment de réviser va être totalement pourrie. Et alors, tu ne vas pas apprendre. Tu vas un peu apprendre. Ok, quand je dis tu ne vas pas apprendre, c'est pas tu vas pas apprendre. C'est que tu vas un peu apprendre. Mais à des années-lumière que si jamais tu te plaçais dans une intention de je veux apprendre, je veux retenir. Et pour avoir cette intention de je veux retenir, je veux apprendre, il te faut un pourquoi profond. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, tu peux tenir une semaine, un mois, 3 mois, même une année. Tu peux tenir une année sans pourquoi profond, sans savoir réellement pourquoi tu le fais. Mais il y a un moment, ça va péter. Il y a un moment, tu vas te dire, mais attends, mais pourquoi je fais tout ça? Pourquoi, en fait, je devrais continuer? Là, la situation devient compliquée. J'en ai marre, je suis fatigué, je sais pas, mon copain, ma copine m'a quitté. Pourquoi je devrais continuer? C'est trop dur. J'ai pas de raison de continuer. Si tu as un pourquoi profond, peu importe ce qui se place sur ton chemin, tu vas trouver un comment. Et un vrai comment. Septième point, apprendre n'est pas se souvenir. Je vais te parler, pour la première fois dans cette vidéo, de méthodo. Apprendre n'est pas se souvenir. Quand tu apprends, quand tu découvres des cours, c'est cool. Tu peux même avoir cette envie, cette intention dont je te parle d'apprendre et te dire ok, trop stylé. Franchement, là, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'absorber mon cours. Je suis en symbiose avec mon cours. C'est fluide. Tu rentres dans un état de flow et tu as appris. Mais apprendre n'est qu'une partie de l'équation. Parce que par la suite, il faut que tu retiennes. Et selon une étude, sur 500 et quelques étudiants en médecine à Rouen, la répétition espacée double statistiquement tes chances de réussir ton année. Parce que sans répétition espacée, il n'y a pas de rétention. Tu oublies exponentiellement ce que tu ne revois pas. Et sans rétention, évidemment, il n'y a pas de performance le jour J des examens. Alors bien sûr que la méthode DJ est super dure à tenir, mais ce n'est pas parce que la méthode DJ est super dure à tenir qu'il n'y a pas des alternatives plus légères, qu'il n'y a pas des façons de la tenir qui soient plus compatibles avec toi, ton fonctionnement, ton emploi du temps, le temps dont tu disposes. Et ce n'est pas pour autant que tu ne peux pas faire au moins 5 minutes, 10 minutes, un J+1 et ça non négociable, et 5, 15 minutes, un J+7 et un J+30. Et c'est quand même de la répétition espacée. C'est pas optimal comme la méthode DJ, qui reste une des façons d'appliquer la répétition espacée parmi les plus efficaces. Mais par contre, c'est pas parce que tu ne tiens pas, tu n'arrives pas à tenir la méthode DJ pour X ou Y raison, et encore une fois, il y a une raison, c'est ta faute si tu n'arrives pas à la tenir et il faut trouver pourquoi. Mais ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à la tenir qu'il faut alors que tu abandonnes la répétition espacée, que tu te dises ok non mais je peux pas la tenir, dans tous les cas je reverrai mes cours avant les examens, voilà, si j'ai appris, c'est que je sais en vérité. Non. Tu vas juste avoir à réapprendre si tu n'entretiens pas ce que tu as appris. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et encore une fois, c'est injuste. J'aimerais qu'on puisse fonctionner comme ça, qu'on retienne tous ultra facilement au premier coup d'œil. Mais non, on retient sur la répétition plus que sur l'unicité du moment. Et même si tu passes 3 heures à essayer de retenir. Mieux vaut 30 minutes 6 fois espacées dans l'année que 3 heures à un point pour un même temps de révision sur un cours. C'est factuel. Huitième point, tiens-toi au courant de ce que l'avenir te réserve et prédis-le. Parce que si ton pourquoi il est profond, s'il y a tout qui s'aligne autour de toi, il faut au moins un peu que tu prédises l'avenir. Au moins un peu. Tu vas être médecin dans 9-10 ans si tu passes en première année de médecine l'année prochaine. Dans 9-10 ans, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer, que ce soit à ton échelle ou que ce soit à l'échelle du monde. Et il faut que tu puisses le prédire un minimum et il faut que tu puisses être au courant de ça et savoir si c'est compatible avec ce que tu veux vraiment. La médecine va changer, tu vas changer, tes aspirations vont changer. Il y a 10 ans en arrière, ton but c'était peut-être de collectionner les cartes Pokémon. Aujourd'hui, ça ne fait plus de sens. Est-ce que tu ne peux pas prédire ce que va être ta vie dans 10 ans? Et qu'est-ce que tu recherches en faisant médecine?
Est-ce que tu aimes vraiment la médecine ou est-ce que c'est le fait de chercher la liberté, chercher l'argent, chercher la reconnaissance, rendre fier tes proches qui te fait kiffer dans le fait d'être médecin, de devenir médecin? Et est-ce que pour ça, tu as besoin de faire 10 ans de médecine, d'absorber toute cette incertitude, tout ce flot de travail? Est-ce que tu as besoin de tout ça? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autre voie possible? Parce que le pire qui puisse arriver, c'est pas d'échouer médecine. Le pire qui puisse arriver, c'est d'échouer à l'échelle de ta vie à comprendre et avoir su repérer ce que tu voulais vraiment. Et alors, t'engager dans un chemin qui, dès le départ, t'aurais pu savoir qu'il n'était pas le bon. Parce que tu ne peux pas t'en vouloir à faire la chose qui te semble profondément bonne à l'heure actuelle. Mais tu peux t'en vouloir d'avoir eu cette espèce de détachement de ok, je suis pas sûr que ce soit la bonne chose, mais je vais le faire quand même. Non, il faut que tu sois sûr, il faut que tu sois convaincu que ce soit la bonne chose à faire là maintenant. Si tu n'es pas convaincu que ce soit la bonne chose, tu vas pas avoir la certitude, l'intention qu'il faut que tes actions s'alignent avec ça. Tu vas pas avoir envie d'apprendre parce que tu n'es même pas sûr de vouloir être médecin. Par contre, tu peux pas prédire que dans 5 ans, 10 ans, tes aspirations vont changer. Et c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'incertitude de la vie. Mais là, à l'heure actuelle, ce dont tu peux être sûr, c'est est-ce que je veux être réellement médecin ou pas. Et ça, tu peux le prédire maintenant, à l'heure actuelle. Est-ce que tu veux être réellement médecin? Il y a 10 ans, tu étais sûr que tu voulais collectionner ces cartes Pokémon. Aujourd'hui, bah, probablement que tu ne veux plus, mais tu ne pouvais pas le savoir et tu vas pas t'en vouloir d'avoir voulu collectionner ces cartes Pokémon à ce moment T, il y a 10 ans. Parce que pour toi, c'était la bonne chose à faire et que tu ne te posais pas la question de ouais, je suis pas sûr de vouloir collectionner les cartes Pokémon. Non, non, c'était la bonne chose à faire. C'est ce que tu devais faire. Mais tu peux t'en vouloir, encore une fois, de ne pas être sûr de qu'est-ce que tu veux vraiment. Et si tu n'es pas sûr de qu'est-ce que tu veux vraiment, alors tu as aussi un énorme problème de comment tu dois axer le reste de ta vie avec tes actions. Et ça fait peur. Ça va faire peur pour beaucoup de monde. Mais mieux vaut avoir peur là maintenant et se poser 24 heures, une semaine, un mois, un an, que sais-je, à réfléchir à ce que tu veux sincèrement vraiment au fond de toi, plutôt que de t'engager dans 10 ans d'études où tu vas être anesthésié, tu vas être bercé, biberonné par les gens qui vont te dire non mais t'inquiète, c'est normal si t'as pas vraiment envie, c'est normal si tu sais pas vraiment. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de ne pas vraiment savoir ce que tu veux faire. C'est normal, pardon, de ne pas savoir ce que tu veux vraiment. Ce n'est pas normal de t'engager dans quelque chose sans savoir vraiment si c'est bien pour toi. Neuvième point, le doute a tué beaucoup moins d'étudiants que l'incertitude. Je t'ai parlé de ne pas savoir vraiment. Parce que c'est normal de douter. Je doute chaque jour de ce que je veux faire de ma vie et c'est normal. Par contre, je suis aligné avec ce que je fais. Je suis certain que mes actions, celles que j'entreprends, sont les bonnes à l'heure actuelle. Peu importe si je doute que par la suite, elles vont me donner les bons résultats. Quand j'étais en première année, je ne savais pas si j'allais réussir. Par contre, ce qui était sûr, c'est que j'étais certain que tout ce que je faisais à l'heure actuelle, quand j'étais en première année, était la bonne chose. Même si parmi ces choses-là, il y avait manquer de sommeil. Même si parmi ces choses-là, il y avait ne plus faire de sport. Bien sûr qu'objectivement, ce n'était pas les bonnes choses à faire, mais j'avais pas le recul nécessaire pour le savoir. Mais pour moi, c'était les bonnes choses. Et je n'aurais jamais pu m'en vouloir d'avoir essayé, d'avoir tenté de faire ces bonnes choses-là, alors que je pensais que c'était les bonnes. Par contre, si j'étais incertain de ah mais je sais pas trop s'il faut que je révise, je sais pas trop si je dois quitter ma copine ou quoi, je sais pas trop. En fait, c'est plus que je ne sais pas trop parce que encore une fois, je viens de te dire que le doute c'est bien, c'est plus l'incertitude. Je sais pas ce que ça va me donner. Non, si je manque, si je dors une heure de moins, c'est parce que je suis certain que c'est pour travailler une heure de plus. C'est parce que je suis certain que je souhaite que le résultat soit celui que j'estime le meilleur. Et encore une fois, je ne peux pas le prédire. Je doute que ce soit le meilleur. Mais je suis certain que c'est la meilleure chose à faire. L'incertitude, tu peux contrer l'incertitude. Vraiment, tu peux pas contrer le doute. Tu peux agir sur ton doute, tu peux travailler sur ton doute. Pourquoi je doute? Est-ce que je doute vraiment? Et c'est normal, c'est sain de douter. Parce que quand tu doutes, tu te remets en question. Et cette remise en question-là, t'en as besoin. Mais être incertain de ce que tu dois faire, ça
tue plus d'étudiants que simplement le doute. Il faut que tu sois certain de qu'est-ce qui te semble bon à faire. 10e point, avoir peur, c'est normal. Avoir peur et ne pas agir, ça, c'est pas normal. C'est pas normal de te laisser paralyser. C'est normal que ce soit paralysant. C'est normal que la peur, parfois, puisse te prendre au point de te dépasser. Mais ce n'est pas normal de. Plutôt, ce n'est pas courageux de ne pas aller au-delà de cette peur. Parce que tout le monde a eu peur à un moment. Tout le monde a eu peur quand il s'est dit, quand il a commencé à sincèrement envisager d'aller en première année, par exemple. J'étais terrifié. J'étais pétrifié. Vraiment, chaque jour qui passait où je me rapprochais de la rentrée, j'étais pétrifié de peur. Parce que je doutais de mes capacités, parce que je doutais de comment ça allait se passer. Et c'est normal de douter. Mais j'étais certain d'une chose, j'étais certain que j'allais tout donner. Et j'étais certain que j'allais quand même m'engager dans cette année. Je ne savais pas, je doutais de ce que ça allait donner, mais j'étais certain que c'était la bonne chose à faire et qu'il fallait que je le fasse. La peur, c'est normal. Moi aussi, tous les jours, j'ai peur de passer à côté de ma vie. J'ai peur de ne pas réussir certains de mes objectifs. Par contre, je ne manque pas de courage d'aller au-delà de cette peur et de pouvoir faire ce qui me semble bon à l'heure actuelle de faire pour vraiment pouvoir assurer mon avenir, par exemple. 11e point, à partir du moment où tu veux devenir médecin, le monde sera contre toi. Ça peut paraître bizarre et ça j'ai eu énormément de mal à l'absorber parce que quand tu veux devenir médecin, tu t'attends à ce que le monde te pousse, à ce que vraiment tout le monde soit autour de toi et te dise mais vas-y, tu vas y arriver, c'est trop cool que tu veuilles devenir médecin. C'est trop de la frappe. T'étais une bonne personne et on va tout faire pour que tu le deviennes. L'État va tout faire pour que tu le deviennes. Les patients vont tout faire pour que tu le deviennes. Tes pères vont tout faire pour que tu le deviennes. Tes parents, tes amis, ta copine, ton copain. Non. Navré de te le dire. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, les gens vont être contre ta réussite. L'État, il veut que tu sois médecin. Mais en fait, plus qu'il veut que tu sois médecin, il veut qu'il y ait des médecins. Que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, il n'en a rien à foutre. Qu'on se le dise. Il n'en a rien à foutre. Et une fois que tu vas devenir médecin, une fois que tu vas signer le fait que oui, en effet, tu as mérité ta place en médecine, il va s'en foutre de toi. L'État va jouer avec un espèce de sweet point où il va pouvoir t'exploiter au maximum. Il s'en fout de comment tu te sens, il s'en fout de ton bien-être, il va t'exploiter au maximum, mais aussi il va te laisser pile ce qu'il te faut comme liberté, il va te laisser pile ce qu'il te faut comme antalgique, à savoir tes semaines de vacances, à savoir, simplement te payer à peine ce qu'il te faut pour survivre, tu vois, mais ne pas être payé à ta juste valeur, tu vois, surtout en tant qu'interne. Bref, l'État, il va tout faire comme ça, juste pour que tu puisses quand même être à sa merci, quand même être docile, mais pouvoir vraiment extirper tout le jus vraiment de ce que tu peux lui donner et lui apporter comme argent. Les études de médecine sont parmi les seules études où ces étudiants sont rentables pour la société. À travers ça, on nourrit les gens de oui, non, mais on paye les études aux médecins, etc. C'est vous qui payez leurs études, voilà, c'est pas normal. Regardez les méchants médecins comme ils se révoltent dès qu'on leur prend un peu de liberté, alors que c'est pour votre santé. Voilà, ils essayent vraiment de nous liguer tous les uns contre les autres, les patients contre les médecins, etc. Bref, tout le monde va être contre toi. C'est à toi d'être lucide, c'est à toi de te dire, ok, je sais que tout le monde va être contre moi, mais je ne peux pas en vouloir ni au système, je ne peux pas en vouloir aux gens, c'est comme ça. Il faut me forger ma carapace, il faut que je me forge ma défense pour pouvoir absorber tout ça, tanker tout ça, et savoir réellement aller de l'avant quand même, même s'il y a tout un tas de freins externes. Même tes pairs, il y a tout un tas de médecins super, vraiment, mais tu vas aussi rencontrer des médecins, des infirmières qui vont juste être aigris, qui vont être consumés par ce qu'ils ont vécu, à tort ou à raison, même pas, on saura jamais vraiment. Mais
tu vas rencontrer malheureusement des personnes qui vont te freiner ainsi. Et je ne te le souhaite pas, mais je préfère t'y préparer parce que ça risque très fortement d'arriver. Donc, dis-toi juste, et même tes amis, ta copine, potentiellement vont te freiner parce que tes amis vont te dire, mais attends, mais je comprends pas pourquoi t'es moins fun qu'avant, tu sors moins. Et toi, tu vas te douter, tu vas dire, ouais, c'est vrai, je sors moins, mais c'est parce que je veux devenir médecin. Ouais, ouais, tu veux devenir médecin, mais t'es chiant. On m'a répété ça. Toute ma première année, deuxième, troisième année de médecine, on m'a répété et j'ai cru factuellement que j'étais devenu un mec chiant. Parce que je sortais moins. Parce que justement, je me concentrais plus sur moi, sur ma progression. Et mes amis, tout comme euh, des personnes que j'ai côtoyées, vraiment m'ont dit, mais en fait, t'es devenu chiant. Tu vois. Et si je les avais pris au pied de la lettre, bah j'aurais juste dit ah ouais vous avez raison je deviens chiant bah je vais plus sortir de chez moi et je vais arrêter je vais peut-être progresser un peu moins et je te dis pas qu'il faut pas écouter les retours de personnes les avis que ce soit positifs ou négatifs je dis juste que factuellement les gens ne savent pas ce qui est bon pour toi l'État sait ce qui serait bon pour toi et c'est aussi ce qui est mauvais mais il s'en fout. Tes pairs ne savent pas ce qui est bon pour toi et ils s'en foutent aussi mais tes amis c'est pas qu'ils s'en foutent de toi, au contraire, ils t'aiment vraiment. Et pour ça, tu devrais prendre avec des pincettes tout ce qu'ils disent. Et c'est vraiment un prisme. Peut-être que factuellement, tu devrais lâcher un peu la pression, bien sûr. Mais garde en tête aussi qu'ils ne savent pas réellement ce que tu veux et ce que tu es et ce dont tu as besoin. Ils peuvent que le supposer. À l'intérieur de toi, il n'y a que toi qui sais vraiment ce que tu veux vraiment et ce dont tu as besoin. Et parfois, c'est flou. Parfois, il y a du brouillard autour de ça. Mais au final, si tu es certain que une chose est meilleure pour toi qu'une autre, alors suis cette chose et ne te laisse pas parasiter par les avis externes parce que sincèrement, le monde, il veut juste que tu sois normal. Et à être normal, en fait, tu vas juste te brider sur certains points et tu vas juste ouais, tu vas juste te dire, ah ok, mais si je suis pas normal, c'est justement une mauvaise chose pour moi, alors qu'il n'y a rien de mieux que de ne pas être normal. Point numéro 12, protège ton attention comme ton bien le plus précieux. Le système, la société, tout fait de l'argent sur ton attention. Quand tu te balades dans la rue, tu es soumis à des pubs. Quand tu regardes la télé, tu es soumis à des pubs. Quand... et tout est fait pour que tu sois accro à un maximum de choses et que tu consommes un maximum de choses parce que ton temps vaut de l'argent. Et j'ai même envie de dire, il vaut beaucoup moins d'argent que ce qu'il ne rapporte réellement au système qui en profite, étant donné que ton temps est la seule monnaie dont tu ne pourras plus jamais la récupérer. Tu demandes à un milliardaire de 80 ans s'il serait prêt à échanger son milliard contre 5 ans d'années de plus, vraiment, pour retourner à 75 ans, honnêtement, 75 ans, il y en a qui auraient hésité, je pense, parce que bah, ça dépend de ton état de santé. Mais tu leur dis 1 milliard et tu retournes à 20-30 ans, ils retournent à 20-30 ans. Vraiment. Ça veut dire que ton temps, ta jeunesse vaut plus qu'1 milliard. Factuellement. Et c'est comme ça que vraiment ton attention, ton temps, en fait ton cerveau, ta tête et même tes rêves, j'ai envie de dire, rapportent de l'argent à d'autres personnes. Et c'est pour ça. Et ils savent exactement comment te faire divaguer de tes rêves. Parce que leur but, encore une fois, c'est pas que tu sois médecin. Leur but, c'est même pas que tu sois heureux. Le but de tout ce système, tous ces réseaux sociaux, toutes les personnes en fait qui pourraient faire de l'argent dessus, c'est bah, justement gagner de l'argent. Et ton attention vaut de l'argent. Ton attention vaut de l'argent, ton temps vaut de l'argent. Et quitte à ce que ça te détourne de tes rêves au point où ils sont capables de te faire détourner de tes rêves pour gagner de l'argent sur ça, ils sont capables de le faire. Vraiment. Ton attention et ton temps, c'est la monnaie la plus chère qu'il existe. Et ça, ton attention et ton temps, c'est ce qui peut te coûter ton rêve. 14e point, et ça va très bien avec le 13e, c'est qu'il y a plus d'étudiants qui auraient dû devenir médecins mais qui ont échoué à cause de leurs actions que d'étudiants qui manquaient réellement de capacité. Parce qu'il y a des étudiants qui malheureusement ont succombé.
ils ont succombé. Ils auraient dû devenir médecins, mais ils ne sont pas devenus médecins pour X ou Y raison. Juste parce qu'ils n'ont pas entrepris les bonnes actions. Juste parce qu'ils ont été parasités par justement tout ce système qui est capable de voler ton attention et de te détourner de tes rêves. Et factuellement, il y a beaucoup plus d'étudiants qui auraient dû devenir médecins, qui avaient toutes les capacités, toutes les raisons de le devenir et qui auraient dû devenir d'excellents médecins que d'étudiants qui n'en avaient pas les capacités ou qui auraient dû être de mauvais médecins et qui ont juste été élagués par le système de sélection. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit au début de cette vidéo, tu as les capacités de devenir médecin. Factuellement, ce n'est pas impossible, rien n'est impossible pour toi. Mais si ça prend l'allure de quelque chose d'impossible, si factuellement tu n'arrives pas à mettre les actions en place pour que ça devienne possible, ça c'est de ta responsabilité et c'est ça qui pourrait plus te tuer que tes capacités réelles. Je fais une petite pause parce qu'il y a un lézard magnifique dehors. Que je le regarde depuis tout à l'heure, mais là j'avais trop envie de le regarder, ne serait-ce que 10-15 secondes. 15e point. L'amour est un moteur bien plus puissant que l'obsession. L'obsession, c'est déjà un moteur extrêmement puissant. L'obsession, c'est plus fort que la motivation. La motivation, c'est ouais, je me sens boosté pour avoir envie de faire les choses. C'est avoir envie de faire les choses. Ça, c'est la motivation. L'obsession, c'est j'ai tellement la haine, tellement peur, tellement de négativité qui me pousse à aller vers ce que je dois faire que je le fais, peu importe ce qui arrive. Et la dévotion, c'est le faire par amour, mais amour sincère. Et quand je te dis amour sincère, c'est vraiment le moteur le plus puissant. Parce que, factuellement, quand tu fais des choses par amour, typiquement, tu peux conquérir le monde. Je sais pas toi, mais si tu penses à ta mère, si tu penses à ton père, si tu penses à ton copain, ta copine, bref, à quelqu'un que t'aimes sincèrement plus que tout, ta grand-mère, ton animal de compagnie, est-ce que tu serais pas capable de tout faire pour eux? Moi, je te dis la réponse oui. Factuellement, bien sûr. Tu me dis, il faut buter la terre entière pour que mes parents ils restent en vie, tu vois. Je n'en ai rien à faire. Vraiment, je n'en ai rien à faire. J'ai beau être un mec que je m'estime comme étant extrêmement altruiste. Je m'estime comme extrêmement empathique. Il n'y a aucun monde où ma mère, ma soeur, mon père passent avant qui que ce soit dans ce monde. Et je te le dis, et c'est comme ça. Tu peux me prendre pour un monstre, je n'en ai rien à faire. Et ça, c'est juste de l'amour, tu vois. Et quand il s'agit, bien sûr, ça c'est un cas extrême. Évidemment que ce cas-là n'arrivera jamais. Et évidemment que si ça devait arriver, probablement que je reverrai mes intentions. C'est comme... bref, je vais pas m'étaler, mais bien sûr que je pourrais revoir mes intentions si jamais je devais faire exactement ça. Mais là, à l'heure actuelle, tu me dis ça, pour moi, c'est par amour, je suis capable de faire tout pour ma famille. Et quand il s'agit par amour de devenir médecin, mais vraiment par amour, que ce soit par amour de la médecine, que ce soit par amour pour tes proches, pour amour pour toi, que ce soit pour amour pour Dieu, pour l'univers, pour les autres, que ce soit par amour pour les autres, pour l'humanité. Parce qu'en tant que médecin, tu sauves une partie de l'humanité. Sauver quelqu'un, c'est sauver une partie de l'humanité. Si par amour, tu arrives à conscientiser que tout ça, c'est juste de près ou de loin, au moins un peu d'amour, et que tu arrives à cultiver cet amour-là, et vraiment le faire rayonner, c'est le moteur le plus puissant. Ton why, de près ou de loin, ton pourquoi dont j'ai parlé au point numéro 6, sera de près ou de loin accroché à l'amour. L'amour, c'est le moteur le plus puissant. Et c'est ce qui nous rend profondément humains. L'amour, c'est très très bateau de dire ça, mais l'amour, c'est plus fort que tout. Vraiment. Point numéro 16, ne prends jamais en compte les remarques de personnes que tu ne veux pas être. En médecine, on est soumis à la compétition omniprésente. Il y a un tas de personnes
qui du coup sont paralysés par cette compétition et c'est normal, ça fait peur. Tu es en compétition avec des gens qui ont une vie plus simple, qui ont plus de temps, qui ont peut-être plus de ressources cognitives, qui ont une meilleure méthode de travail, qui ont des parents médecins, qui ont la prépa la plus chère qui existe. Factuellement, la compétition est rude. Alors, arrête de focus cette compétition et surtout, ne prends pas de conseils de personnes que tu ne veux pas être. Parce que dans toutes ces compétitions, il y a aussi des personnes que tu rêves de ne pas être factuellement. Et parmi, même en dehors de cette compétition, il y a des potes à toi, encore une fois, ou n'importe qui, des médecins pas forcément ultra heureux dans leur vie, qui vont te donner des conseils, qui vont te dire oui, non, mais tu devrais arrêter, oui, non, mais tu devrais faire ci, faire ça, peut-être passer plus de temps à l'hôpital, que sais-je, mais peu importe les pires conseils qu'on puisse te donner, si le conseil vient d'une personne que tu n'as pas envie d'être, alors remets-le en question de suite. Remets tout en question, tous les conseils qu'on te donne, déjà. Mais alors, si c'est une personne que tu n'as pas envie d'être, remets, plus que remettre en question ces conseils, demande-toi sincèrement, est-ce qu'il le fait pour ton bien ou est-ce qu'il le fait juste pour se rassurer et en fait pour ancrer le fait que ses propres conseils seraient les bons parce qu'il les a appliqués et peut-être même que ça l'a emmené à un endroit auquel il ne veut pas être. Factuellement, n'écoute pas le conseil de personnes qui ne sont pas à un endroit où tu veux être. C'est tout. Je viens de voir qu'il y a plus de 17 points. Je pense que je vais tous te les dire. Numéro 17. Je voulais finir sur lui, mais c'est pas grave. L'univers ne récompense pas les efforts, mais l'intention et l'énergie interne associée à tes actions. Parce que tu sais très bien, dans cette vie, c'est pas celui qui fait le plus d'efforts. C'est pas celui malheureusement qui se donne le plus dur et ça peut paraître injuste parce qu'il y a des tas de gens qui ont travaillé dur, sans relâche et qui n'ont malheureusement pas réussi. C'est comme ça. Mais parmi toutes les personnes qui ont travaillé avec intention, avec une énergie interne, vraiment de se dire mais je vais factuellement y arriver, je vais factuellement faire des bonnes choses, il n'y en a aucune qui a échoué. Parce qu'elles n'ont pas toutes réussi à devenir médecins. Mais parce qu'elles ont fait les choses qui leur paraissaient bonnes, sont devenues les personnes qu'elles devaient être et qu'elles voulaient être depuis le début. Et elles ont trouvé leur voie. Et au final, elles ont réussi. Parce que réussir médecine, c'est pas forcément être médecin. Et je sais que ça te paraît bizarre. Mais il y a réussir le cursus de médecine et finir médecin. Et il y a réussir médecine, arriver exactement à trouver ce que tu devais être, ce que tu devais faire et la voie vers laquelle tu devais te diriger. Et pour moi, c'est ça réussir médecine. Et que quelqu'un qui se rend compte en première année que sa voie n'était pas d'être médecin et qu'il échoue sa première année, échoue sur le plan académique, ben en fait, si ça lui permet de retourner sur un chemin qui est bien plus aligné avec la personne qu'il devait devenir, il a, pour moi, réussi bien plus médecine que le mec qui finit médecin et qui se rend compte qu'en fait, bah, c'était pas ça. C'était pas ça son vrai pourquoi. Et encore une fois, je sais que tout ça, ça peut paraître abstrait, tu peux te dire, mais en fait, ouais, personne dit ça, tu vois, ça peut même paraître pessimiste, démotivant, mais non, non, c'est juste factuel, factuel. Point numéro 18. Choisis et construis le bon environnement. Parce que ce qui tue le plus d'étudiants aussi, ce n'est pas forcément de manquer de motivation, ce n'est pas forcément de ne pas avoir la bonne méthode, c'est de ne pas être dans le bon environnement, de ne pas être au bon endroit pour réviser. L'environnement, c'est l'environnement interne, comment tu te sens, encore une fois, ton énergie, ton intention, mais aussi l'environnement externe. Est-ce que ton bureau est propre? Est-ce que tu es au calme? Est-ce que tu es en paix quand tu révises? Rien que ça. Est-ce que tu es entouré de bonnes personnes? Rien que ça. Ton environnement est ultra important pour ta réussite. Point numéro 19. Les annales avant tout. Parce que si je devais redevenir un peu plus factuel pour ce point numéro 19,
Bien, les annales, c'est pour moi le nectar des points qu'il y a à gagner et on ne fait jamais assez d'entraînement aux annales et on ne fait jamais assez de QCM parce que c'est en fait, tu l'as entendu, mais c'est parmi les meilleures façons d'apprendre. Vraiment, parmi les meilleures façons d'apprendre. Parce que c'est ce qui tombe dans la bonne forme de ce qui tombe. Et parce que tu es obligé d'être actif et tu es obligé d'être confronté à tes erreurs. Et en plus, tu as une note objective. Et en plus, tu sais ce sur quoi tu peux être interrogé. Donc, tu priorises. Bref, Anal et QCM, c'est juste. En fait, tu pourrais réussir en faisant que des annales et des QCM quasiment. Et puis dernier point, point numéro 20, l'auto-sabotage. Et je vais conclure là-dessus. L'auto-sabotage, c'est de se rajouter des freins, des bâtons dans les roues, alors même que oui, notre cursus est à l'allure compliquée. Il est à l'allure compliquée. Mais si tu le vois comme plus compliqué que ce qu'il n'est, si tu commences à te rajouter des difficultés, de dire bah je vais moins dormir, bah écoute, si j'arrive pas à réviser, je suis une énorme quiche. Je suis une énorme quiche si j'arrive pas à réviser. Que t'entretiens ce schéma de ah, je suis une quiche, j'arrive pas à réviser. Puis quand prochaine fois que t'arrives pas à réviser, ah bah tu vois, je suis une quiche, je te l'avais dit. Tu te rajoutes des bâtons dans les roues, tu t'auto-sabotes. Cet auto-sabotage-là, t'en as pas besoin. Ça peut paraître bateau, mais t'en as pas besoin. T'as besoin de t'aimer. T'as besoin d'être en accord avec toi-même. T'as besoin de te pousser vers le haut. T'as besoin d'être ton meilleur allié. Et l'auto-sabotage, factuellement, peut détruire beaucoup plus de personnes et conforter presque beaucoup plus de personnes dans leur échec que simplement t'apporter des bonnes choses. Moi-même, quand j'étais en première année, je me répétais tous les jours que Dieu fasse que j'étais une énorme merde. Excuse-moi du terme, mais j'étais une énorme merde. Tous les jours, j'étais ah, t'es une merde, t'arrives pas à réviser comme tu le souhaites. Alors que je révisais 12 heures, 13 heures par jour, que je donnais tout. Et ça me motivait. J'étais obsédé par la réussite, donc je continuais quand même. Mais si je m'étais donné de l'amour à ce moment-là, si je m'étais dit, mais regarde ce que tu es en train de faire, et tu vas continuer à le faire parce que tu es le meilleur, tu es capable de le faire, factuellement, t'es en train d'agir comme quelqu'un qui va devenir numéro un, et c'est ce que je voulais être. Mais si je me poussais plus positivement comme ça, plutôt que négativement par crainte, parce qu'il fallait que je mette en exergue ce que j'avais peur, et j'avais peur de louper ça constamment, bah, j'aurais juste pas fini en burn-out au deuxième semestre et j'aurais juste pu continuer et faire encore plus. Bref, l'auto-sabotage, c'est un énorme point sur lequel travailler. Et ça tue aussi encore beaucoup d'étudiants, beaucoup plus d'étudiants que ce que l'on pense. Et je pense que la conclusion de tout ça, c'est simplement que réussir médecine, c'est vraiment plus une question d'intention et d'énergie interne plutôt que de choses externes, de méthodes de travail, tout ça. Alors bien sûr que c'est important et c'est pour ça que je t'ai partagé dans ces 17, plus de 17 principes, des points qui étaient aussi liés à la méthode de travail. Mais pour autant, beaucoup de ces points-là étaient pas reliés à la méthode de travail. En tout cas, pas directement, parce qu'elles influent directement sur ta façon d'apprendre et ta façon de travailler, et ta façon d'appréhender nos études, et ta façon de percevoir ta vie dans nos études. On n'en parle pas de ça aussi. Comment tu perçois ta vie et ton chemin dans nos études. Parce que tu t'apprêtes à passer de tes 18 à 27, 28, voire 30 ans dans nos études. Alors, comment tu vas te sentir à l'intérieur de celle-ci? C'est plus qu'un point important. Parce que ton existence, elle peut être liée au fait d'être médecin. Mais avant d'en être sûr, sois sûr du coup que tu passes réellement tes 18 à 30 ans dans la bonne voie, celle qui fait du sens pour toi et celle que tu seras sûr de ne jamais regretter. Parce qu'on n'a qu'une vingtaine, on n'a qu'une vie et ça serait tellement dommage que juste par manque de paramètres, manque de remise en question, manque de pourquoi, manque d'introspection, tu suives pas le chemin que tu sois sûr de ne jamais regretter plus tard. Et pour ça, il suffit juste de faire les choses qui te semblent bonnes à l'heure actuelle.
tu ne pourras jamais t'en vouloir d'avoir essayé de faire les bonnes choses quand elles te semblaient vraiment être les bonnes. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'ai tout tourné d'un coup. Voilà, j'ai mes points sous les yeux, mais j'avais pas de script. Donc mon éloquence, tout comme la clarté de mes idées, peut parfois être remise en question. Mais c'est pas pour autant que je ne vais pas la poster. Et j'ai beaucoup aimé être spontané avec toi lors de celle-ci. Si jamais je t'invite à t'abonner, bienvenue sur mon compte. J'essaye d'être le plus transparent possible avec ce que je pense de nos études et surtout comment je pense et comment je sais justement comment les réussir au mieux. Pour cela, je te fais un maximum de vidéos, mais aussi j'accompagne des étudiants avec un accompagnement qui se veut humain, où on ne te considère pas comme un simple numéro et comme un algorithme à implémenter des méthodes de travail à la chaîne parce que on sait que ce qui marche, c'est avant tout cette intention-là, c'est avant tout comment tu te sens dans nos études, c'est avant tout quelle est ta position, ton positionnement face à l'apprentissage. Bref, et pour ça, je t'invite à cliquer sur le lien dans la bio, dans ma description, pardon, si jamais tu veux qu'on travaille ensemble et qu'on voit si ce que je propose en termes d'accompagnement puisse matcher avec toi. Donc, tu as le lien dans ma bio, tu auras le site et s'il faut, on prend un appel, que ce soit ensemble ou avec des membres de mon équipe. Et puis, j'espère te voir très bientôt sur ma chaîne, en commentaire aussi, tu peux commenter, évidemment, je réponds à tout le monde. Et puis voilà. Je te fais des bisous. C'était Julien, ton grand frère en médecine d'une autre mère. Et puis, énormément d'amour. Et à très bientôt.